Stéphane, bonjour et bienvenue à Strasbourg. Bonjour, ravi d'être là. Où tu viens nous présenter donc un long métrage qui s'intitule Vincent doit mourir. On parlait hier avec un réalisateur qui était assis à la même place que toi du high concept dans l'horreur. Et je crois que Vincent doit mourir, c'est une des plus belles illustrations de high concept dans l'horreur. Comment est venue l'idée à la base de ce personnage qui devient finalement une victime dès qu'il croise le regard Alors, le concept n'est pas de moi, il est du scénariste original du film, Mathieu Naert, et ce sont les producteurs du film, Claire Bonnefoy et Thierry Bounins, qui m'ont proposé le scénario en me disant si je voulais en faire un film. Comme je suis un garçon poli, j'ai dit que j'allais le lire, avec l'idée que j'allais le refuser, puisque bon, comme réalisateur français, je suis dans l'idée que je filme ce que j'écris et vice-versa. Et quand j'ai découvert le scénario de Mathieu et justement ce concept qu'il avait inventé, j'ai été assez vite séduit parce que je trouvais que c'était plus qu'un concept malin, je trouvais qu'il c'était intelligent au sens que très cinématographique, c'est-à-dire que ça permettait de parler de la violence sans aucune psychologie, en étant tout de suite sur une chose très concrète, où je voyais que les corps pouvaient entrer en jeu et raconter quelque chose à la fois sur les personnages et sur l'état de la société. Donc cette chose-là me branchait beaucoup. Je voyais aussi qu'il y avait une promesse de cinéma qui avait déjà en germe les mélanges des genres. Et je voyais qu'il y avait de la place pour que je puisse l'adapter et développer aussi mes propres névroses à l'intérieur et en faire mon film. Et c'est très intéressant que tu parles justement du regard sur la société, parce que c'est quelque chose qu'on sent vraiment à la vision du film. C'est pas simplement effectivement un film de genre qui est finalement dans une satisfaction immédiate du spectateur, etc. C'est aussi un film qui capte comme ça une forme d'angoisse, de violence sous-jacente et de frustration absolue qu'on ressent là, comme ça dans la société aujourd'hui. Mais je pense que ça tient, je pense, justement aux corps qui s'affrontent. C'est-à-dire que ce sont des corps ordinaires. Et presque, pour certains, des corps tabous sur une imagerie de la violence à l'écran, c'est-à-dire des enfants, une dame à son taxi, plus tard dans une séquence il y a pas mal de merdiers, des pompiers, ou des vieux entre eux, c'est-à-dire des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir s'affronter et qui racontent une chose très quotidienne, une chose très, très ordinaire. Et je pense que c'est ça aussi que le reflet que ça nous apporte. C'est pour ça que le choix de l'acteur qui devait interpréter Vincent était pour moi extrêmement important et fondamental. C'est-à-dire que ça allait vraiment donner la tonalité du film. Parce qu'on aurait pu imaginer un acteur plus évident pour un film où il y allait avoir des combats. Et à partir du moment où je me suis dit il faut que ça soit Karim Leclou, tout d'un coup pour moi c'était une évidence. Parce que Karim en plus a cette dualité en lui, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois monsieur tout le monde, il a en même temps une singularité, il a une vraie douceur, en même temps il peut incarner une brutalité à l'image. Et pour moi le fait que Karim interprète Vincent détermine tout le reste des choix sur le film, je dirais. Et donc quand tu as lu le scénario qui n'était pas de toi, est-ce que tu as eu assez vite besoin de mettre un visage là-dessus ? Moi, j'ai besoin de mettre des visages de manière partout, quoi. Donc, pas seulement sur le personnage de Vincent. Donc, c'est pour ça, déjà, moi, avant même de poser un visage, j'avais besoin de voir un peu comment j'allais mettre le merdier dans le scénario. Et puis après, bien sûr, une fois que je commençais à voir un peu comment on pouvait développer ça, l'adapter, très vite, oui, il y a eu besoin d'un corps. Et pour poursuivre la réécriture aussi. Et ça, je dirais que ouais, il y a eu 6 mois avant que Karim soit a priori notre Vincent, quoi. C'est vraiment chelou, toi. Hein. Regarde bien, tu regardes ce qui va se passer. J'imagine, et tu me dis si je me trompe, que pour interpréter ça, tu as besoin de quelqu'un finalement quelque part de très quotidien. Ce qui peut être la personne que tu croises dans la rue chaque jour. Il fallait en tout cas qu'on puisse y croire, mais après il faut s'entendre sur ce que c'est quotidien, parce que bon, moi je vois par exemple qu'il y a
quelques personnes dans le milieu du cinéma trouvent que, par exemple, les acteurs du film ont des gueules. C'est une expression que je ne supporte pas. Parce qu'il faut s'entendre sur ce que c'est qu'avoir une gueule. Et c'est la même chose pour quotidien. C'est-à-dire que si avoir une gueule, c'est avoir un corps et un visage qui n'est pas ordinaire dans la représentation habituelle au cinéma, d'accord, mais le fait même de le dénommer par une gueule, il y a déjà quelque chose d'un peu, je dirais, presque d'un mépris de classe. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de... c'est un peu comme les journalistes qui disaient que les gilets jaunes, ils sont pas beaux, quoi. C'est-à-dire que oui, les acteurs que j'ai choisis, je les ai pas choisis en fonction des gueules, je les ai choisis parce que c'est des acteurs que je connais du théâtre, que j'aime, dont j'estime à la fois les personnes et les actrices et les acteurs, et qui ressemblent à des gens qu'on peut avoir dans nos familles. Et je pense que c'est important d'avoir cette représentation-là. Pour en revenir à ta question, sur l'ordinaire, entre guillemets, de Karim, je pense qu'il a les deux, justement. C'est-à-dire mais je pense comme tout le monde, quelque part. C'est-à-dire qu'il a à la fois, oui, il peut incarner Monsieur Tout-le-Monde, et en même temps, il a une vraie singularité. Ça, quand on voit la filmographie de Karim, on ne peut pas le contester. Et c'est cette chose-là qui, à mon avis, le rend aussi... presque inévitable, je dirais, dans le paysage du cinéma à l'heure actuelle, parce qu'on a besoin de représentations comme ça. Des acteurs, aussi formidables soient-ils, qui ont des corps et des visages lisses, sont presque intimidants, quoi. Et je pense qu'en tout cas, pour le personnage de Vincent, il fallait quelqu'un qui, à la fois, a sa propre singularité, sa propre histoire, mais aussi quelque chose où on se dise... Ça peut être mon cousin, ça peut être quelqu'un qui a à la table familiale. Exactement. Je pense que ça crée d'emblée une proximité avec le récit. Un récit qui en plus démarre hyper vite. Et je crois que c'est une des premières grandes qualités du film. J'aime bien quand les enjeux arrivent rapidement dans le film. Et donc du coup, c'est un film qui démarre sur le chapeau de roue en quelques minutes d'emblée. On est dans le récit, dans les enjeux. Et en même temps, je ne sais pas si tu avais cette conscience-là, c'est-à-dire que c'est tellement intense que j'ai l'impression qu'on ne peut pas tenir ce postulat-là très longtemps dans le film. Je suis bien d'accord, c'est d'ailleurs bien pour ça que le début du film était hyper chiant à monter. Avec Méloé Poilvé, qui était la monteuse du film, on s'est pris le chou sur la première demi-heure du film, parce que justement, comment donner les règles de jeu, comment donner toutes les balles avec lesquelles le film allait jongler, c'était très compliqué. Et effectivement, il y avait un effet de saturation, il y avait plus d'attaques encore. Ouais, il y avait plus d'hypothèses encore. On a taillé parce que c'était... Et en fait, toute la partie qui se situe à Lyon, au début, à un moment donné, on s'est dit, en fait, il faut arrêter de l'envisager, de la monter comme une partie en soi, mais davantage comme un prologue, c'est-à-dire de resserrer au maximum, et que le film démarre véritablement, en fait, quand il part de chez son père et quand il part à la campagne. Oui. Et qu'il faut un début, en revanche, très coup de poing, avec, où il y a presque posé comme un théorème, comme une hypothèse, une expérience dont Vincent va être le cobaye pour nous. Et c'est pour ça que oui, j'aimais bien le fait qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas d'exposition, mais en plus les expositions ça me fait chier en général, autant aller... je tenais à ce qu'on ait une première scène avec ce rêve, un peu un début à la Buñuel, un rêve raconté par le DRH, et qu'ensuite on soit tout de suite sur justement l'hypothèse énoncée par le film. Et finalement le film devient un petit peu autre chose au moment où Vima Laponce entre en scène. Et elle est formidable. Et c'est très inattendu parce qu'elle tire le film vers quelque chose de très intime, alors qu'on a l'impression qu'il y a une problématique d'ampleur, etc. Et le film devient quelque chose de complètement différent, de plus intime. Ça devient une histoire de couple, ça devient les deux contre tous, etc. C'est un film d'amour. Il y a plein de genres qui se baladent dans le film, mais il y a comme une mutation qui s'exerce à l'intérieur et qui effectivement se retrouve complètement à partir de l'apparition à mi-parcours du film du personnage qu'interprète Vima, donc cette Margot, et où c'est à la fois la rencontre de deux personnages, mais c'est aussi le croisement de deux films. C'est-à-dire que le personnage de Margot vit un autre film qui est hors champ pour nous, mais on sent bien que c'est un film tout autant de galère
que le personnage de Vincent, et que c'est la rencontre de deux naufragés, quoi, de deux corps maltraités et qui vont effectivement essayer de trouver une échappatoire ou du moins un répit en se prenant dans les bras, quoi. Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. C'est Manu Dacos qui s'occupe de la lumière. Oui. Est-ce que tu as ressenti le besoin d'aller vers un chef-op qui pratique beaucoup le cinéma de genre, qui a cette habitude-là? Non, pas du tout. C'était l'envie de... Enfin voilà, j'ai discuté avec plusieurs chefs-op, et il y avait une évidence... moi j'aimais beaucoup le travail de Manu, que ça soit dans ce qu'il fait avec Fabrice Duvels ou avec Ozon, donc on est quand même dans des constellations très différentes. Et après, forcément, l'expérience de Manu dans le genre était forcément intéressante parce qu'il n'allait pas avoir une fascination, il n'allait pas aller vers le cliché. Donc on allait forcément pouvoir avoir un dialogue plus intéressant. Et notre vraie préoccupation avec Manu, c'était, et avec l'autre Manu aussi, qui est Manu Lanzi, celui qui réglait les cascades, c'était comment on filme la violence. Comment on évite... pour moi, le piège, a priori, en ce moment, et surtout pour ce film-là, c'était de ne pas rendre la violence fun. De ne pas en faire quelque chose qui soit cool. Et on voit bien depuis pas mal d'années, quand même, c'est le cas, où à chaque fois, c'est mis en scène avec une virtuosité, une chorégraphie, que ça soit à la caméra ou dans les corps. Et moi, j'avais envie de quelque chose qui soit sale, quoi. D'autant qu'on a affaire à des corps, encore une fois, ordinaires, mais aussi que la violence, quand on voit... Enfin, si on s'est déjà battu, ou si on a assisté à des gens dans un bar ou dans la rue en train de se battre, on a un malaise, mais ce malaise, il est créé par la maladresse. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais des grosses patates comme on peut avoir au cinéma. Ça se griffe, ça mord, ça ripe. Il y a quelque chose de sale dans l'exécution. Et avec les deux Manu, Dacos à l'image et Lanzi pour les combats, c'était vraiment notre préoccupation d'avoir des combats qui soient à la fois réalistes, tout en n'oubliant pas la dimension malgré tout spectaculaire. C'était cet équilibre-là que devait tenir le film. Surtout que alors, une grosse partie de la violence est concentrée au début. Après, il y a un côté grand 8, c'est-à-dire qu'elle ressurgit à des moments où on ne l'attend pas. Oui. Voilà, ça. Et jusqu'à cette espèce de morceau de bravoure sur l'autoroute qui est le climax du film, quoi, en quelque sorte. Oui, ça, c'était beaucoup de pression de tourner ça, cette grande séquence. Fallait pas oui, c'était beaucoup de pression parce que je voudrais dire que c'était une scène qui était un peu hors budget pour nous et qui en même temps fallait pas la merder, quoi. On pouvait pas parce que c'était le film donne une promesse d'arriver à ça. Et moi, j'aimais bien qu'on démarre par ce gros plan dans l'open space pour arriver à ça. Et là, bon, c'est un film de troupe, hein. Moi, je viens du théâtre, hein, et c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, la chose collective, la troupe, c'est-à-dire que tous les avis doivent être donnés. Il n'y a pas, voilà. Et sur cette scène-là, heureusement qu'il y avait une putain de troupe sur le film, quoi. C'est-à-dire que vraiment tous les corps de métier étaient sollicités parce qu'il y avait beaucoup de figurants, il y avait des cascadeurs, il y avait des effets spéciaux, il y avait du jeu, il y avait le chien, parce que comme c'est un film sur lequel on cumule tout ce qu'il ne faut pas faire quand on fait un premier film, des combats, un bateau, des animaux, des enfants, enfin... et il fallait pas se louper, d'autant plus qu'on avait 2 jours seulement pour faire cette scène-là avec le rolling qui allait avant. Donc heureusement que justement c'était encore une fois une très très belle équipe et où tout le monde était vraiment sur le coup et c'était à la fois un gros kiff à faire et en même temps j'étais très content quand on avait fini la scène. J'ai payé un coup à toute l'équipe quand même pour fêter ça. Est-ce qu'il se passe quelque chose là en ce moment avec le cinéma de genre en France? Est-ce qu'il y a plus d'ouverture quant à sa production, quant à son financement, quant à son appréciation? Je crois que ça fait un moment qu'il se passe quelque chose, et puis mais je pense pas que ça soit tant je pense que de toute façon les mouvements ils se créent aussi par enfin c'est un mouvement qui se fait par
pour plusieurs corps de métier. C'est autant les cinéastes que tout d'un coup les maisons de production, que les diffuseurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a à un moment donné une conjonction. Là, on voit bien, effectivement, j'ai l'impression que là, sur cette rentrée, il y a pas mal de films dans des budgets très différents, des réseaux très différents également. Et je pense pas, parce que certains sont un peu narquois là-dessus et parlent de coûts marketing, et je pense qu'il faut les emmerder, ceux qui pensent ça, parce que je crois qu'ils voient pas ce qui est aussi à l'œuvre. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il y a d'autres cinéastes, avec d'autres cinéphilies que les cinéphilies précédentes, et qui posent peut-être moins de hiérarchie. Moi, je vois, je peux aimer autant Bresson que je vais aimer Carpenter, et je vais pas faire un podium entre eux. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et je pense que le genre, même si moi, j'ai pas envie du tout de m'inscrire dans un mouvement, un machin et tout, parce que moi, quelque part, le genre, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est qu'on raconte des histoires, qu'on fasse du cinéma. Mais je pense que le genre a une vertu, c'est de sortir de la chape de plomb du réalisme dans lequel on est depuis de longues années, voire décennies. Et j'ai rien contre le naturalisme, hein, ça produit des films absolument formidables, mais tant que ça reste la doxa esthétique, c'est emmerdant. Je pense que le genre permet justement qu'on... esthétiquement, narrativement, de raconter autrement notre présent et de faire une autre expérience de notre réalité et de rendre compte du merdier à l'œuvre autrement, quoi, à travers ce qu'on va appeler grossièrement la métaphore. Mais c'est justement, le genre permet de réifier la métaphore, de la rendre très concrète. Puis ça exacerbe l'appréhension et les sensations, dans la mesure où ton film, il aurait pu être raconté finalement sans finalement le genre qui surligne. Ça aurait pu être un film social, simplement avec des gens qui se confrontent sans aller jusqu'au combat. Oui. Le fond aurait été le même, mais est-ce qu'il aurait été aussi efficace? Est-ce qu'il aurait été aussi fort? Ça aurait beaucoup blablaté. Oui. Et j'ai rien contre le blabla. Mais là, je trouvais ça justement intéressant que ça passe par les... Ça, à aucun moment dans le film, les personnages se posent la question du pourquoi. Et je pense que trop souvent, le cinéma pose la question du pourquoi. Et je trouve ça intéressant d'avoir des personnages qui se posent plutôt davantage la question du comment. Comment on s'en sort et comment peut-être on s'adapte. Et je trouve ça... Enfin, en tout cas, cinématographiquement, je trouve ça plus excitant à faire. T'as pas l'impression, toi, des fois, que le monde entier t'en veut? Ouais, ça m'arrive, ouais.